On passe maintenant dans la deuxième partie de module 3 sur la modulation. Et je veux toujours retourner à ce concept. Les trois critères sera le BUR versus UBA sur N0, ou on peut dire l'efficacité en puissance. Ça, c'était un. L'autre était le coût et la complexité. Et le troisième, c'est l'efficacité spectrale. Donc, à date, nous avons discuté les premières deux, mais on n'a pas vraiment discuté encore l'efficacité spectrale. Première semaine, on a parlé de PAM versus PCM, et c'est la première fois que j'ai montré qu'il y a une différence dans la largeur de bande pour ces deux solutions. Mais on aimerait quantifier pour tous les formats de modulation ce concept de le bilan d'efficacité spectrale versus complexité versus BER versus EB sur N0. Donc, nous avons vu pour un certain choix d'aller avec le non-cohérente, qui était une solution avec un récepteur beaucoup moins cher. C'était quoi l'impact sur le BUR? Mais on peut poser la même question, c'est quoi l'impact sur l'efficacité spectrale? Donc, si l'efficacité spectrale est très importante, c'est quel genre de solution que nous allons chercher? Donc, deuxième partie de cours, c'est beaucoup de concentrer sur la partie qui est efficacité spectrale. Premier sujet sera l'espacement minimal pour le MPSK. Donc, MPSK, c'est un exemple facile de voir qu'est-ce que ça passe dans le domaine fréquentiel pour nous donner la manière de penser à l'efficacité spectrale. Donc, après d'avoir regardé le MPSK, nous allons discuter en général pour tous les formats de modulation, comment est-ce que je peux quantifier l'efficacité spectrale. Après ça, nous allons prendre une petite pause pour discuter. J'écris ici EB sur N0. Des fois, je dis le rapport signal à bruit. C'est quoi la différence entre le rapport signal de bruit et EB sur N0? Donc, c'est relié un peu à l'efficacité spectrale. Donc, c'est pour ça qu'on discute ça à ce point-là. Et juste avant l'examen partiel, nous avons deux sujets très importants, la capacité du canal et le plan d'efficacité spectrale. Donc, la capacité du canal, c'est une limite fondamentale pour la capacité d'envoyer l'information à une certaine vitesse. Donc, étant donné que j'ai une certaine largeur de bande disponible pour l'exploitation, quelle est la vitesse maximale que je peux envoyer dans ce canal? Et plan d'efficacité spectrale, c'est une manière de visualiser ces concepts d'efficacité spectrale pour voir les choix que nous avons avec différents formats de modulation. Donc, j'ai dit, la première approche serait de regarder l'espace minimal pour FSK parce que c'est un cas où il est facile de visualiser dans le domaine spectral qu'est-ce qui se passe. Par exemple, j'ai une fréquence, une deuxième fréquence, une troisième fréquence, et qui est exploitée par trois différents symboles. Donc, c'est clair que si les fréquences sont très éloignées l'une de l'autre, donc à ce moment-là, elles sont vraiment orthogonales l'une de l'autre. Parce que c'est dans une fréquence différente. Donc, c'est facile d'avoir l'orthogonalité quand ils sont très, très éloignés. Mais si je veux être efficace spectralement, je pose la question, à quel point est-ce que je peux rapprocher les fréquences, mais quand même avoir une bonne détection pour distinguer entre les symboles qui sont envoyés. Donc, c'est ça la question qu'on pose maintenant pour l'espacement minimal pour le MFSK. Orthogonalité, qu'est-ce qu'est notre définition de orthogonalité? Notre hypothèse pour le MFSK était que les symboles, essentiellement, étaient les vecteurs de base. Et cette hypothèse, mais on suppose toujours que les vecteurs de base sont orthogonales l'un de l'autre, donc c'était partie de notre hypothèse. Donc, la définition de l'orthogonalité, c'est que les produits internes des deux vecteurs de base sont zéro. Donc, dans le cas de MFSK, on aimerait que les deux symboles soient orthogonales l'un de l'autre. Donc, quand nous avons fait l'analyse de chercher les expressions pour la probabilité d'erreur, était basée sur cette hypothèse qu'en faisant le produit interne, était vraiment orthogonal l'un de l'autre. Donc, tous nos résultats basés sur l'orthogonalité, et on pose la question, mais c'est quoi la séparation minimale à respecter que cette condition est vraie, qu'elle est vraiment orthogonale? Donc, la réponse, c'est quoi la séparation minimale, est différente pour le cas non cohérent et le cas cohérent.
Donc, ce n'est pas peut-être surprenant qu'avec un récepteur plus simple, peut-être sera moins efficace spectralement qu'avec un récepteur plus complexe. Donc, je vais développer toutes les équations en supposant qu'il y a un déphasage. Et ce déphasage, c'est important pour la non-cohérente. Je vais développer toutes mes équations et quand je veux voir c'est quoi l'efficacité spectrale pour le cas cohérent, je vais simplement mettre ce déphasage égal à nul. Donc, encore une fois, il y a un oscillateur, si on veut, pour F1 et un autre pour F2. Et je suppose qu'il y a un déphasage entre les deux et le θ ici représente ce déphasage entre les deux. Donc, le produit interne, c'est l'intégrale de leur produit et pour l'orthogonalité, je veux que ça soit égal à 0. Donc, pour le voir, c'est quel le critère nécessaire à respecter pour que ce soit nul, je vais faire un peu de trigonométrie. La première relation trigonométrique que je vais exploiter, c'est de prendre une cosinus alpha plus bêta. Il dit, mais le cosinus alpha plus bêta, c'est le cosinus bêta fois cosinus alpha, moins le sinus bêta fois le sinus alpha. Donc, j'ai juste fait l'expansion de cette cosinus, une somme de cosinus en deux produits, une somme des produits. Et en plus, le cosinus θ, par exemple, n'est pas une fonction de temps. Donc, ça peut sortir de l'intégration. Même chose pour le sinus. Deuxième expression trigonométrique que je vais exploiter, c'est un peu le contraire. Je vais prendre un produit de cosinus et je vais l'écrire comme une cosinus de la différence plus une cosinus de la somme des arguments. Et même chose pour le sinus. Donc, j'arrive à cette expression. Donc, je répète ici, je vais continuer le développement. Et la prochaine étape est d'évaluer l'intégrale. Donc, j'ai une intégrale d'un cosinus. L'intégrale d'un cosinus, c'est un sinus divisé par la constante dans l'argument. Et même chose pour l'intégrale d'un sinus, c'est un cosinus divisé par la constante multiplicative dans l'argument. Et il faut évaluer cette intégrale entre le petit t, entre 0 et t majuscule. Donc, prochaine étape, c'est de mettre les valeurs dans l'argument. Et bien sûr, quand j'ai une sinus de 0, une sinus de 0 va me donner 0, mais le cosinus de 0, il va me donner une 1. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Donc, encore une fois, je répète cette équation ici en haut. Et la prochaine étape pour simplifier cette expression, c'est de regarder les dénominateurs. J'ai un dénominateur qui est dans la différence des fréquences et l'autre qui est dans la somme des fréquences. Donc, imagine que j'ai un système cellulaire et j'ai quelque chose comme 900 MHz comme la porteuse. Et ça se peut que c'est 900 MHz et 910 MHz, c'est possible. Donc, la différence, ça peut être petit, mais le somme va être grand. Surtout, 1 sur le somme versus 1 sur la différence. 1 sur le somme, ça va être beaucoup plus petit à cause de F1 plus F2, beaucoup plus grand que 1. Donc, je peux négliger les deux termes qui sont divisés par le somme F1 plus F2. Donc, à ce moment-là, j'ai que le dénominateur avec la différence que je peux mettre ensemble, donc sur le dénominateur, et j'ai quelque chose qui multiplie le cosinus de θ et une autre chose qui multiplie le sinus de θ. Pour la détection non cohérente, je veux que ça soit orthogonal, je veux que ça soit égal à 0, et pas égal à 0 juste pour une θ, mais toutes les valeurs de θ possibles. Parce que je vais faire une détection où je ne vais pas connaître θ. Donc, il faut que ce soit valide pour tout. Donc, je pose la question, comment est-ce que je peux respecter ou atteindre cette valeur de 0, l'orthogonalité, peu importe la valeur de θ. Donc, je remarque ici. Et j'ai dit, il y a une certaine chose qui multiplie le sinus et une autre chose qui multiplie le cosinus. Donc, si je veux que ce soit 0, les deux facteurs, le facteur qui multiplie le cosinus et le facteur qui multiplie le sinus, il faut que ce soit chacun égal à 0. Parce que si la fonction sinus ici, la fonction cosinus moins 1 ici, soit égale à 0, à ce moment-là, le somme va être 0. Donc, il faut que cette cosinus soit égale à 1, donc j'aurai cosinus moins 1 sera 0, et je veux que cette sinus sera égale à 0. Donc, les deux ont le même argument, c'est 2πt fois la différence F1 moins F2.
Donc, pour avoir le cosinus égal à 1 et le sinus égal à 0, il faut que cet argument, 2pt fois la différence, soit un multiple de 2pi. Si c'est un multiple de 2pi, le cosinus va être 1 et le sinus va être nul. Donc, je peux isoler la différence f1 moins f2. Il faut que f1 moins f2 soit égal à n divisé par t pour tous les n, mais bien sûr pas n égale à 0, il faut que ce soit son destin. Donc, si je veux la séparation minimale, je vais choisir n égale à 1. Et t est juste le temps d'un symbole. Pour la détection cohérente, dans le cas de cohérente, j'ai la même expression, mais maintenant je peux dire que le déphasage est nul, parce que je fais la poursuite de la phase, je peux la forcer à nul, et donc finalement, ce n'est pas nécessaire que toute cette expression soit valide, mais que ce soit valide pour θ égale à 0. Quand je mets θ égale à 0, le sinus de θ est nul, donc j'élimine un des deux termes. Donc, ce qui reste, c'est le cosinus de θ est 1, donc ce qui reste est le sinus de 2πt fois f1 moins f2, qui soit égal à 0. Pour assurer que le sinus est égal à 0, il faut que l'argument du sinus soit un multiple de pi. Donc, avant, était un multiple de 2pi, maintenant, c'est un multiple de pi. Donc, quand je fais l'isolation de la différence f1 moins f2, j'ai n divisé par 2t. Et la séparation minimale sera n égale à 1. Donc, en résumé, pour le non cohérent, il faut que la différence soit un multiple de 1 sur t, ou minimal, n égale à 1, c'est 1 sur t. Et pour la cohérence, c'est peut-être 1 sur 2t. Donc, on peut voir que la cohérente est 2 fois plus efficace spectralement que la non cohérente. Donc, c'est pas surprenant qu'avec un récepteur qui coûte plus cher, que j'arrive à avoir une meilleure efficacité spectrale. Donc, supposons que j'aimerais visualiser ce choix de la séparation minimale. Et dans ce cas, je vais prendre l'exemple de l'impulsion rectangulaire en temps. Donc, ici, c'est le temps. C'est une forme rectangulaire. Ça, c'est le temps d'un symbole. Ici, c'est un graphique de fréquence. Donc, si j'ai une forme rectangulaire dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, j'ai un sinus cardinal. Un sinus cardinal où ça passe par 0 à 1 sur t, etc. Et la séparation entre les deux pour la détection non cohérente devrait être 1 sur t. Donc, le pic ici est centré sur le premier nul ici. Si, par exemple, j'ai plutôt la détection cohérente, je peux la rapprocher. Donc, c'est toujours rectangulaire en temps, sinus sur cardinal, mais maintenant, ils sont rapprochés, donc ce n'est pas centré sur le premier zéro, c'est encore plus proche. Donc, supposons que je n'ai pas que 2, ce n'est pas juste le binaire, mais j'ai m. Donc, je vais le mettre à la séparation minimale, ici c'est le cas cohérente, et je me demande c'est quoi la largeur de bande occupée par ces m fréquences. Donc, je vais définir la largeur de bande, mais c'est sinus cardinal, donc support fréquentiel va jusqu'à l'infini, mais je vais le définir comme le premier zéro, ou le lobe primaire. Donc, à ce moment-là, premier zéro jusqu'à le dernier zéro, m, symbole plus tard, ça donne une largeur de bande totale de m plus 3 divisé par 2t, par exemple. Donc, j'ai une manière de regarder l'efficacité spectrale pour m modulation en plus de juste le binaire.